quoi, je dis. Et c'était quoi ta première réaction? J'ai quelqu'un de même. Ah bah c'est ça. C'est vrai, il faut que je te dise un truc. Inès et Margot vous présentent un podcast sans jugement. Bonjour. Coucou. Bonjour. Et aujourd'hui on se retrouve avec un invité spécial, vous êtes tous spéciaux. Mais du coup, présente-toi en quelques mots et dis-nous un peu ce que tu fais dans la vie du coup. Alors je m'appelle Arthur, j'ai 22 ans et je suis chef d'entreprise dans le domaine du commerce. Voilà. Donc du coup voilà, je sais que ça sort un peu de l'habitude qu'on a de faire un peu des podcasts sur la kiné et aussi sur la vie perso, mais on trouvait ça super intéressant de vous partager aussi un peu des parcours, franchement ça fait cliché mais un peu atypique. Mais c'est atypique. Oui, c'est complètement atypique. Pour ton âge, oui. Et pour le coup, on trouvait ça trop intéressant parce que on sait vous avez beaucoup aimé l'épisode donc avec Anthony sur par exemple le réorienté. Et là, du coup, on s'est dit pourquoi pas pour ceux qui ont un peu des envies et qui osent pas trop passer le pas. Et donc, du coup, on va commencer un peu. Parle-nous un peu de ton entreprise. Alors, mon entreprise en elle-même, je fais du commerce de gros. Donc, c'est-à-dire que je m'occupe de faire la relation entre des acheteurs et des vendeurs dans le domaine de l'import-export. Donc, c'est très spécialisé comme activité. Tout simplement, je fais le lien entre l'Asie et l'Europe pour accompagner les entreprises à faire leurs achats en grande quantité. Donc, je démarche des usines, de la grande distribution, tout ce qui est grande entreprise. Je source un petit peu de quoi ils ont besoin, je récupère des cahiers des charges, des quantités. Et après, moi, de mon côté, je vais en Asie démarcher des usines par des bureaux d'achat avec lesquels j'ai des partenariats maintenant aujourd'hui, vu que ça fait 2 ans à peu près que je fais ça. Et je fais fabriquer les produits, j'envoie des devis, etc. Et puis après, je vends avec une petite marge que je prends et je facture comme ça. Et c'est ce qui me permet de vivre. Et là, depuis pas longtemps, je suis en train de bifurquer sur une nouvelle activité en tant que consultant privé, justement pour faire de l'accompagnement sur du scaling pour les chefs d'entreprise. Ok. Voilà. Avec une entreprise derrière, un partenariat qui me soutient, une entreprise qui est bien plus grosse que moi, parce que sinon c'est un peu délicat. Mais je peux pas encore dire le nom parce que c'est un peu trop tôt. Mais voilà la prochaine activité sur laquelle je vais bifurquer en gardant l'import-export toujours de côté. Et du coup, c'est bien, ça va te faire 2 activités, mais en même temps, il va falloir trouver l'équilibre entre les deux, quoi. Ouais, il va falloir trouver l'équilibre entre les deux. Après, l'équilibre, c'est toi qui te le met, je pense. Et non, c'est pas ça qui me fait le plus peur. Après, oui, il va falloir du temps. Il va falloir du temps et du travail, mais normalement, tu fais ça par passion en règle générale. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'entreprendre ? Alors là... Depuis toujours. Ouais, ça fait très cliché. C'est inné un peu. Quand j'étais petit, oui, c'est vrai. ça fait voilà, ça fait très cliché, mais c'est vrai. Okay. C'est vrai. Quand j'étais petit, j'ai quelques petites anecdotes aussi comme ça que mes parents m'ont raconté, où j'ai toujours eu un peu ce truc. Alors pas de vendre, parce que quand t'es enfant, c'est pas ça que tu penses, mais d'échange. Ouais. J'ai compris que les choses avaient une valeur et que tu pouvais les échanger contre quelque chose qui avait plus de valeur pour toi. Okay. Donc j'ai toujours aimé un peu ce truc. Et après, c'est vrai, collège, lycée, tout ça et tout, je trouvais toujours. Après, mes grands-parents habitaient à Rosas, en Espagne. Et j'allais au marché, j'achetais des petites fringues un peu de ces contrefaçons que je revendais à des potes. Mais je veux dire, il n'y avait rien d'entrepreneur dedans. C'était juste le goût de savoir, tu vois, là, je peux gagner un peu d'argent, c'est cool. Enfin, dans ta tête, t'avais déjà cette idée que oui, tu pourrais faire de l'argent. Ouais. Un peu. Et puis là, je pense que la grosse qualité aussi, c'est que je sais faire que ça. Le commerce. Je sais pas que ça. Je sais faire que du commerce. C'est ton domaine de prédilection, quoi. Ouais. T'es bon là-dedans, quoi. Donc je sais faire que ça. Je ne sais rien faire d'autre. J'étais pas bon à l'école, j'étais pas bon dans le sport, je sais faire que ça. Mais tu dis que ça, alors qu'en vrai, c'est quand même plein de trucs, ça englobe beaucoup de choses. Ouais. Genre, c'est parce que ça te passionne. T'as fait plein de choses. Ouais, parce que ça me passionne et puis. Mais je pense que le commerce et l'entrepreneuriat en lui-même, c'est quelque chose qui peut être très spécialisé en fonction de chacun. Mais en fait, tu as une règle générale qui est quand même très très commune. Si tu regardes n'importe quelle entreprise, mais que ce soit même vous, le podcast, au final, c'est une entreprise, même si elle n'est pas lucrative aujourd'hui, c'est une entreprise parce que tu entreprends quelque chose, tu viens créer de la valeur. Ouais. Les points importants sont les mêmes que les miens. Oui. Pas à la même échelle, pas à la même importance, parce qu'aujourd'hui c'est une activité parallèle, mais ça reste quand même les mêmes points. Oui, complètement.
Mais c'est vrai que du coup, bon, pour la plupart, enfin, on va prendre l'audace de dire que vous nous connaissez, mais du coup, nous, on est toutes les deux kinés et on entreprend chacune de notre côté en séparé. Moi, je peux pas encore en parler et toi, tu as déjà commencé sur les réseaux pas mal. Et en parallèle, on a aussi le podcast et on travaille aussi en tant que kiné. Donc du coup, c'est vrai que pour le coup, on trouvait ça super intéressant aussi de pouvoir faire un peu un pont entre ce monde de la kiné où on dit qu'on n'a pas à faire de marketing sur ce qu'on fait en kiné, mais il y a aussi un côté naturel où il faut quand même se vendre et en tout cas en Espagne beaucoup plus qu'en France où on doit quand même avoir ce truc de pourquoi tu viendrais plus me voir moi en tant que kiné qu'un autre, alors qu'en France c'est beaucoup moins ça et c'est d'ailleurs interdit de faire de la promo en France en tant que kiné. Là maintenant ça a changé un peu. Ça change un peu, mais parce qu'en vrai, c'était débile. Tu pouvais pas mettre, par exemple, ta spé, alors qu'en soi, t'es plus spécialisé dans quelque chose. D'accord. Donc, sur Insta, maintenant, c'est dommage. Tout le monde le fait. Oui, mais parce que du coup, maintenant, Insta est devenu un moyen de divulgation, alors qu'au début, pas du tout. Mais je pense qu'on en parlera parce qu'en fait, c'est différent si t'es conventionné ou non, ou pas conventionné. Si t'es non déconventionné, tu peux faire du marketing en soi, parce que tu vends plus un soin. Oui, mais du coup, tu vends pas des services de kiné. Tu vends un service. De kiné, tu peux dire, mais pas de soins. Ok. Oui, c'est jouer sur les mots, mais c'est important. Elle a commencé à comprendre. La langue française, c'est beaucoup jouer sur les mots. Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu tes objectifs à court et long terme un peu avec ton entreprise ? Enfin, comment tu te vois, je sais pas, dans 5 ans et dans 10 ans ? C'est un peu long, 10 ans, c'est un peu long, même si je suis quelqu'un qui est quand même très organisé, et donc du coup, j'ai beaucoup de plans. Ça, c'est bien. C'est bien ou pas ? Tu te laisses aussi beaucoup fluer, non ? Je me laisse aussi beaucoup fluer. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Bon. En fait, je suis beaucoup de contraire de moi-même. Si tu veux, j'ai beaucoup de balance dans mon comportement, et je pense que c'est aussi peut-être ce qui m'aide à pas m'ennuyer, à rester passionné. Je peux être très organisé et comme tu dis, des fois faire des choses sur un coup de tête et pas prendre trop en compte. Non, mes objectifs, je te dirais que là, sur l'année civile qui arrive, j'aimerais dépasser un chiffre d'affaires. Je vends de la prestation de service, donc finalement un résultat de 150 000 € à peu près. C'est un objectif financier. Bien réussir ma nouvelle activité en tant que consultant. Et après continuer à faire tourner mon entreprise. C'est que des objectifs professionnels. C'est vrai qu'il faut quand même prioriser à un moment donné si tu veux. Si tu as de beaux objectifs, il faut à un moment donné y mettre le temps et le travail obligatoire. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui mes objectifs sont uniquement professionnels. Donc je dirais que c'est ça. Vraiment basé sur mon entreprise et réussir à créer ça. Après, prendre des bureaux, tu vois, j'en ai plein, mais déjà, si on arrive à clôturer l'année prochaine avec ce résultat-là et à kiffer ce que je fais et à bien développer la deuxième activité, je serais déjà hyper content et j'aurais passé mon cap. Très bien. Mais du coup, tu voudrais à terme, toi, essayer de prendre des bureaux et tout ? Ouais, faire un peu du... en fait, prendre des bureaux dans le sens où, si tu veux, c'est assez compliqué. Quand t'es entrepreneur, et encore plus notre génération, le plus dur, c'est la rigueur. Le plus dur, c'est la rigueur. Le plus dur, c'est tous les matins. Parce que moi, si je me lève pas le matin, tout le monde s'en branle. Enfin, tu vois. Oui. Personne va venir me dire « Oh, Kiki, t'es en retard. » Non, mais tu vois. Ça, c'est bien aussi d'être son propre chef d'entreprise. C'est bien, sauf que ça dépend de ta rigueur. Faut avoir de la discipline, quoi. Faut avoir une discipline, et puis il faut l'avoir sur la longueur, tous les jours, soit récurrent. Il faut que tous les jours, tu puisses te dire... Donc c'est vrai que le fait d'avoir un espace de travail qui est en dehors de ton espace de vie privée est important, parce que tous les matins, tu as un horaire particulier où tu sais qu'il faut que tu ailles à ton bureau, tu prends ta voiture ou le métro, les transports, et tu vas à ton travail tous les matins. Alors, quand je te dis des bureaux, c'est peut-être en coworking, c'est peut-être, tu vois, mais c'est pour avoir une vie professionnelle en dehors, parce que quand tu te lèves de ton lit, tu te douches, tu te prépares, puis après tu vas dans ton salon pour travailler, la marge des 10 mètres avec ton salon et ton canapé, tu vois, donc après c'est vraiment... Oui, pour même bien dissocier et pouvoir avoir une vie perso, une vie pro complètement différente. C'est vrai que du coup, toi, t'es tout seul dans ce truc-là. Pour ceux qui sont deux, qui entreprennent ensemble, c'est vrai qu'avec Inès, par exemple, c'est beaucoup plus facile
Parce que si à un moment je suis moins motivée, elle va l'être plus. Je sais pas pourquoi, c'est un effet naturel de... Comme dans le sport, quand Ouais, tu voilà. te tires. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, du coup, on est sans cesse en train de se tirer. Il y a des fois où, franchement, alors, les réseaux et tout, et pour le podcast, c'est pas ma tasse de thé au début. Et vraiment, elle m'a vraiment tiré là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et des fois, maintenant, c'est moi qui tire vachement là-dessus parce que, genre, je prends du plaisir maintenant à le faire, alors qu'au début, pas du tout. Et c'est vrai que je trouve que quand t'es deux, c'est peut-être une conjonction plus facile, sauf s'il y en a un qui fait tout le taf et l'autre qui font rien. Ouais. Du coup, là, pour celui qui fait tout le taf, ça doit être un enfer. Mais je trouve que l'équilibre est dur, comme t'as dit, parce que des fois, nous, on se voyait que pour ça et on Ouais, parlait c'est que de ça. Moi, j'ai essayé d'entreprendre avec un ami, ça m'a pas... C'est vrai ? Ouais. J'ai envie de savoir qui. Tu le connais pas. Ah, ok. Tu le connais Là, moi, je trouve que tu le fais pas avec tout le monde. tu le connais Et pas. ça a pas marché ? Mais par ma faute, hein. Ah. Ouais, Ah par là ma là. faute. Mais parce que je suis très obsédé, moi. Ok. Quand j'ai quelque chose dans la tête, c'est du H24. Tu vois, hier, on est lundi, hier j'ai travaillé. En fait, je dis pas que je travaille 7 jours sur 16, 24 heures sur 24, mais j'ai pas d'horaire, j'ai pas de truc. Quand j'ai envie de taffer, je taffe. Quand je pense, je pense. Et du coup, on était très amis. Un jour, moi, j'ai eu une idée, je lui ai partagé. Il m'a dit, ah, c'est génial, ça te dirait pas qu'on le monte ensemble? Je dis, si, grave. Et après, au bout de 3 mois, un jour, il me répondait plus au téléphone. Mais plus du tout, un meilleur pote, hein. Plus du tout. Et il me répond plus. Et puis un jour, j'ai l'occasion de le croiser, je sais plus pourquoi, ou je demande à un autre ami en commun qui lui pose la question, parce qu'il ne me parle plus, quoi. Et il lui dit non, mais il me casse trop les couilles. Il me casse trop les couilles. Il me dit, il m'appelle que pour ça. Il me dit, on va plus bouffer ensemble, un peu de truc. Dès qu'il m'appelle, il me dit même pas ça va. Il me dit, oh putain, t'as vu ça, t'as vu l'idée. Il me dit, il me casse trop les couilles, je veux plus. Plus. Donc je me suis excusé. Je lui ai dit, écoute, non, mais pas c'était je le savais en plus. Je me suis excusé. Et puis on a dit, écoute, je suis pas fait. En tout cas, pas avec les amis, quoi. Ok. Mais tu penses pas avec un autre ami, par exemple, ça aurait pu... Non, parce que en plus, je suis très exigeant. Ouais. Envers moi-même, mais aussi avec les autres. Et du coup, je râle. Et du coup, je pense que c'est pas agréable. Ouais. Parce que voilà, je vais donner une dose en fait qui est au-dessus de ce que les gens sont prêts à donner. Et du coup, je vais toujours... Dans toutes les associations que j'ai créées ou que j'ai essayé de faire, qu'elles soient professionnelles ou dans une vie associative, etc. Parce que j'ai aussi un côté de vie associative. À chaque fois... j'étais toujours celui qui donnait le plus, mais parce qu'en fait j'étais tellement dans ce truc et tellement passionné qu'en fait j'avais... Ouais, t'arrives pas à doser. J'arrive pas à doser et du coup l'équilibre est trop grand et soit ça me gave parce qu'en fait j'ai l'impression que l'autre il fait rien, soit l'autre je mets la tête comme ça et du coup il se casse. Donc je suis très performant tout seul et pour l'instant je vais rester seul. Bah non mais c'est bien, t'as raison, au moins tu sais ce qui fonctionne pour toi. Faut le savoir, ouais, faut essayer. Non, je suis d'accord. Au détriment de certains amis, mais faut essayer. Ouais, mais non, mais quand tu le sais après. Oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, ce qui t'a donné un peu le goût de l'entrepreneuriat, c'était depuis tout petit, mais est-ce que tu penses que tu as eu un environnement un peu favorable à ça ? Ouais, mes 2 parents sont chefs d'entreprise. Et pour donner un peu des idées, des domaines où tu préfères regarder personnel. Mon père a été pendant 25 ans à peu près patron d'un cabinet d'assurance. Et ma mère a un groupe de cabinets d'expertise comptable. Après, mon père s'est redirigé dans l'immobilier il y a 5 ans, pareil en tant que manager et un peu à son compte aussi. Donc, on va toujours été dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. Moi, j'ai baigné dans ce monde-là, quoi. J'ai pas le privilège, mais je vais pas pouvoir te dire non, moi je pars de rien, je me suis pas fait tout seul. Du moins, on m'a donné des connaissances en tout cas, et on m'a donné ce goût-là. Après, voilà, tout ce que j'ai créé à côté, c'est par moi et mon travail, mais c'est vrai que moi j'étais dans un environnement en fait où c'était... Et c'est pour ça que ça n'a pas posé de problème. Quand 17-18 ans, à la fin d'un bac pro de vente, d'un BEP de vente, j'ai dit je montais ma boîte, mes parents ils ont dit oui, fonce quoi. Et comment t'as trouvé l'idée ? Un stage avec un côté de famille, un homme que j'apprécie, que j'admire beaucoup, qui avait une boîte dans l'import-export. Et c'était le mari de ma cousine, ils sont plus ensemble aujourd'hui, et si tu veux, il m'a pris un stage pendant 2 mois dans sa boîte, donc j'ai vécu chez eux pendant 2 mois. Et alors à prendre avec des pincettes, je suis tombé amoureux de ce gars, dans le sens, de ce qu'il proposait, de son entreprise. Mais de tout, mais de sa personne, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, je veux, voilà, c'est ma DA. Je veux faire pareil. Mais j'avais 16 ans, quoi, tu vois. Et lui, il devait en avoir 35, voilà. Et donc, j'ai fait ces 2 mois avec lui. À la fin du stage, je lui ai dit, écoute, je veux faire comme toi.
je veux monter une boîte là-dedans, ça me passionne, c'est génial et tout. Elle m'a dit, écoute, quand tu auras 18 ans, reviens me voir et on verra si on peut travailler ensemble. Et sauf qu'il pensait pas que je le ferais. Et à 18 ans, j'ai toqué, j'ai dit, écoute, c'est bon, je suis là. Donc il m'a un peu expliqué, il m'a donné 2-3 contacts en Asie, et puis après on a commencé ensemble, donc j'ai acheté par lui, puis j'ai un peu fait autre chose, et puis ça a commencé petit à petit comme ça. Après des opportunités, j'ai bossé aussi en tant que salarié, j'ai pas été entrepreneur. Tu vois, j'ai toujours switché entre les deux, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que j'ai une activité là qui fonctionne et une qui est censée fonctionner, mais j'ai dû avoir 4-5 projets entrepreneuriaux, quoi, tu vois. Ouais. Et sur les 4-5, il y en a qu'un qui m'a rapporté de l'argent. Donc en fait, à chaque fois, je montais un truc. À côté, j'étais salarié, j'ai bossé à la mairie de ma ville, j'ai bossé dans des petits boulots, j'ai bossé dans une école primaire pour faire l'animateur, j'ai bossé, tu vois, dans des petits boulots comme ça. Et à chaque fois, j'ai essayé de monter une boîte, ça marchait pas, me pétais la gueule, je retournais bosser, je recommençais. Mais par exemple, pour un peu, on saute un peu une question que je voulais qu'on garde un peu plus tard, mais que je trouve du coup est super intéressante ici. Comment tu sais quand ton business, il faut lâcher prise et il faut le laisser tomber, ou il faut continuer à se battre pour essayer qu'il marche? Parce que des fois on dit souvent, oui mais à force de travail et de temps que tu dédies à ça, ça marchera forcément. À part si t'as une idée de merde. non, mais c'est possible. Mais bien sûr, c'est possible. À part si t'as une idée de merde. Du coup, pour les autres boîtes, par exemple, que t'as dû laisser tomber, à quel moment tu t'es dit en mode, bon, bah là, j'arrête, ça vaut pas le coup? Parce que... Ça devait pas être des idées de merde, sans vouloir te... Si, Ah, si, okay. Tu sais, pour moi, il y a une règle dans le commerce, dans l'entrepreneuriat. Si tu gagnes de l'argent, t'as raison. Si t'en perds, t'as tort. Ouais, c'est vrai. Un scientifique, c'est un prix Nobel. Un cuisinier, c'est être étoilé. Un chef d'entreprise, c'est gagner de l'argent. Donc, à un moment donné... Même si ton idée est géniale, si elle rapporte pas d'argent, c'est pas une bonne idée de business. C'est une bonne idée tout court, peut-être, mais c'est pas une bonne idée de business. Et oui, moi j'ai eu des idées, en fait, t'essayes, ça marche pas, tu dis bon, ok, d'accord, ça marche pas. Bon, alors on va essayer de faire comme ça plutôt. Ça remarche pas, allez, tu peux essayer une troisième fois, mais au bout d'un moment, tu dis bon, stop, on arrête. Et puis c'est souvent, moi ça a été à chaque fois des opportunités qui m'ont amené à lâcher la première. Okay. C'est-à-dire, je suis en train de me casser la gueule dans un truc, et pouf, j'ai une opportunité. J'ai un mec qui m'appelle, Arthur, besoin de ça. Et en fait, ça a toujours été ça qui m'a fait switcher. Donc, je suis parti sur un autre biz. Je me suis dit, ça marche un peu mieux. Bon, mais de toute façon, l'autre, c'est nul. De toute façon, ça me rapporte pas d'argent. Donc, le but. Donc, je laisse tomber. Je pars sur un autre. Voilà. Et puis après, le jour où tu trouves celui qui marche, arrêtez de faire ça. Voilà. Moi, c'était l'erreur que j'ai fait à un moment donné. C'est que j'avais celui qui marchait et j'ai voulu encore continuer à courir après plusieurs lièvres. Okay. Et au final, t'en attrapes aucun. Donc, non, mais c'est vrai. Ouais, donc tu dis quand même qu'il faut mieux se focus sur un truc que de lancer 10 millions de projets. L'art d'être focus, un à la fois. Un à la fois. Et quand t'en as un qui marche, va jusqu'au max du max. Et après, décide, à la limite, une fois que t'as mis un système en place, que t'as processé ta boîte, que t'as mis des mecs qui gèrent, là, tu peux décaler peut-être sur autre chose. Mais là, t'es déjà à un niveau où je suis pas du tout, quoi, tu vois. Mais tant que t'as pas fait ça, reste focus sur ton business. Ouais. C'est mon avis. Et tu as des conseils un peu pour, par exemple, cultiver l'entrepreneuriat? Parce que toi, tu n'en as pas trop eu besoin, vu que comme tu le dis, c'est plutôt inné. Mais est-ce que tu as des choses que tu fais qui cultivent un peu ce truc d'avoir toujours plus d'idées, d'avoir toujours des moyens d'amélioration? Tu t'étudies à côté, tu regardes un peu comment ça se passe J'ai toujours été... alors déjà, ce milieu-là, bon, j'y suis né, mais en plus de ça, il m'a toujours passionné. C'est-à-dire que, je sais pas si on est beaucoup, vous me le direz, j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec beaucoup de gens, mais à 14-15 ans, moi, j'adorais regarder les reportages sur Bernard Arnault, tu vois. Oui. C'est quand même fou. Alors, je sais peut-être qu'il y en a plein d'autres, hein, et que je suis pas si spécial, mais quand moi, tout le monde au collège rêvait d'être joueur de foot professionnel, moi, je rêvais de ressembler à Bill Gates ou à Bernard Arnault ou à Mark Zuckerberg. Tu vois, donc t'as quand même une différence. Après, oui, beaucoup s'intéresser, t'as des livres, t'as des podcasts aujourd'hui avec YouTube, tu peux tout apprendre. Aujourd'hui, on est dans une génération, et je le pense vraiment, je pense que tu peux gagner de l'argent et entreprendre sans prendre trop de risques. Et sans... je veux dire, il y a 40 ans, à l'époque de mes parents, moi je vois mes parents, quand ils ont monté leur business, en fait, en plus c'était des business physiques la plupart, donc il fallait aller à la banque, faire un prêt, te mettre sur 20 ans, tu te pétais la gueule, t'étais dans la merde, quoi. Aujourd'hui, sur YouTube, tu peux te former à peu près sur tout gratuitement. Ouais. Tu peux créer de la valeur à peu près sur tout. Tu peux tout... Enfin, je trouve que c'est un peu plus simple. C'est vrai. C'est surtout qu'à une époque, c'était beaucoup plus sorti des sentiers battus.
en quelque sorte, d'avoir un peu des idées où tu vas pas rentrer dans le moule un peu conformiste dans lequel la société grandissait. Donc c'est vrai que maintenant, je pense que notre génération, enfin les générations autour de nous, enfin assez jeunes, sont vraiment beaucoup dans l'entrepreneuriat, tout le temps. Et je sais pas, tu vois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui... Il y en a beaucoup qui parlent mais qui font pas, qui passent pas à l'action. J'avais vu un chiffre, un truc comme ça où il disait par exemple 80% des jeunes d'aujourd'hui ils veulent vraiment gagner de l'argent, mais il n'y en a même pas 10% qui passent à l'action. Quoi. Parce que c'est beaucoup plus dur que d'avoir un contrat. Tu me disais conseil dans ta question précédente, c'est vraiment il y a le gros passer à l'action quoi. Ouais. Le gros passer à l'action et le gros, moi il y a une phrase que je supporte pas, c'est pas si simple. Mais si mec. C'est très simple, c'est très simple. Tu travailles moi c'est ce que j'ai fait, travailler pendant 1-2 ans, un peu d'argent de côté, tu comprends un peu. Le jour où tu as une idée, ok, tu poses ton taf de côté, tu te lances 6 mois. Ça marche pas, tu reprends un taf. Après je te parle pas, attention, après on peut pas tout faire non plus. Un mec a décidé à 18 ans de se lancer dans des études de médecine ou de droit, non, fais tes études jusqu'au bout. Mais le mec qui rêve d'être entrepreneur, c'est son grand kiff. Mais tout là-dedans, moi j'ai tout mis là-dedans à chaque fois quoi. Moi j'ai pris un boulot de salarié, j'ai essayé de créer un truc, je me suis pété la gueule, j'ai repris un boulot de salarié, à chaque fois tu repars à zéro. À chaque fois tu repars à zéro, à chaque fois l'argent que tu as gagné tu le dépenses parce que à chaque fois tu repars à zéro. Et ça je pense que les gens ils ont peur de prendre des risques. Parce qu'une fois que tu es bien et que tu as ton salaire et que tu peux bien kiffer ta vie, et bah... Mais ça je le comprends, mais par contre du coup tu peux pas prétendre à l'envie, regarde... Ça, non. Un mec comme, on en parle beaucoup en ce moment, un mec comme Elon Musk, une de ses premières boîtes à succès c'est PayPal, il la vend je crois 500 millions de dollars, il réinvestit 500 millions de dollars pour créer Tesla. En fait c'est qu'à chaque fois que ses business ils vendaient ou mais passaient à autre chose, il fallait tout l'argent pour le réinvestir. Parce que passionné. Ouais. Parce que passionné. Et aussi avoir aussi un peu le goût du risque, hein, parce que je pense qu'il faut pas être non plus très attaché, très matérialiste pour pouvoir faire des choses comme ça. Et je trouve que c'est bien, mais c'est vrai que c'est une sacrée manière de penser qui aussi quand t'as des gens, parce que là pour le moment on est encore très jeunes, calmons-nous, mais dans la vingtaine, début vingtaine, et c'est vrai que je pense que quand t'as un moment où ta vie elle change un peu, c'est des trucs où soit tu te dis en mode la personne avec qui t'es, elle connaît très bien ton personnage et elle sait que t'es comme ça et que du coup tu peux vraiment faire tout ce genre de trucs, soit tu te dis en un moment faut que ce soit un peu plus lucratif, genre en mode que ce soit pas tant les montagnes russes mais quelque chose de plus linéaire. En fait déjà moi je pense qu'il faut partir du principe que l'argent c'est un flux et pas un stock. Et que moi plusieurs fois ça m'est arrivé, je te parle en plusieurs milliers d'euros, investir sur moi-même quoi, prendre une place dans un club d'affaires là pour rencontrer des gens un peu plus vieux qui ont des plus grosses boîtes et même en fait toi-même, moi j'ai rencontré des mecs qui avaient des boîtes qui faisaient des millions par an et je me mettais à côté et puis pareil quoi tu vois, alors que c'est pas vrai du tout, mais en fait c'est vraiment toute cette posture là à côté et là pareil dans ma nouvelle activité en tant que consultant privé j'ai dû investir sur moi-même. Parce que à un moment donné, si tu veux accéder à des choses que les autres n'ont pas, tu es obligé de faire des actions que les autres n'ont pas. Et pour la vie amoureuse ou sentimentale, je pense que c'est bien de... Moi, j'ai rencontré une fille là, il n'y a pas longtemps, avec qui ça se passe bien, mais ça a fait partie des premières choses que je lui ai dit. Et elle l'a vu de suite. Ouais. Elle l'a vu de suite. D'ailleurs, elle l'a vu, parce que petite anecdote, on devait faire un truc ensemble, et finalement, j'ai un truc de boulot qui est tombé. Je lui ai dit, je suis désolé, je peux pas, j'annule. Mais je lui ai dit dès le départ, je lui ai dit, tu passeras pas après, mais par contre, il y a quand même une priorité parce qu'aujourd'hui, mes objectifs, c'est ça. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, ma vie sera basée là-dessus. Je te dis pas que je te mettrai de côté, que je te regarderai pas. Je te dis juste que moi, mes objectifs sont là, ma priorité, elle est là. À toi de voir si tu veux ou pas partager ma vie. Ça veut pas dire que je vais être le gros connard qui va... Mais à voir si tu veux accepter ces côtés-là, comme quand tu sors avec quelqu'un qui est en prépa aux grandes écoles ou qui fait des grandes études, t'acceptes que le mec, quand il a ses révisions, pendant 3 mois, il peut pas te parler. Là, c'est un peu pareil. Non, je suis d'accord. C'est un peu pareil. Et tu parlais un peu de l'âge, par exemple, quand tu étais avec des gens un peu plus vieux, etc., qui eux avaient un business assez assis, présent, quoi. Yes. Est-ce que toi, t'avais un problème à te sentir légitime ou pas du tout ? Est-ce que l'âge t'a déjà impacté ou fait des problèmes ? J'ai jamais eu de problème à me sentir légitime. En plus, moi, j'ai commencé à travailler dans le commerce et à monter un peu mes premiers trucs pendant le Covid, donc à 18 ans. Il y avait les masques. Ouais. Et je pense que par la posture, par l'habit, par la manière de te comporter,
t'amènes aussi à un âge. Tu vois, ça a été rare qu'un mec me dise ah mais t'as 20 ans quoi, tu vois. Ok. On me donne souvent plus entre 25 et 30 et qui est un âge déjà beaucoup plus légitime pour. D'ailleurs, la première fois que tu m'as rencontré, Oui, tu non, m'as c'est donné vrai, 27 ou complètement. 28. Ouais. Donc, tu vois, C'est vrai. donc ça te donne 25-30, déjà, tu as un âge beaucoup plus légitime pour entreprendre auprès de gens nouveaux. Mais oui, moi je suis inscrit dans un club d'affaires à Toulouse qui est très, très réputé, où on est 500 membres, je crois. La moyenne d'âge doit être à 45-50 ans. Et c'est que des mecs qui gèrent, mais vraiment qui gèrent. L'entrée au club est à 7 000 €, je crois, l'année. Okay. C'est vraiment un truc où les mecs gèrent. Et donc tous les mois, moi je me pointe là-bas avec mon costard, mon truc, et je vais faire les affaires et je me sens en fait au même niveau. Et ils le ressentent aussi. Bah, du coup là tu payes pour y aller, donc oui, t'es grave légitime. Ah ouais, t'es grave légitime parce que si tu y es, ça veut dire que t'as les moyens, ça veut dire que ta boîte elle tourne un petit peu, ça veut dire que toi... Bon, moi j'arrive là-bas et moi c'est drôle parce qu'à la fois je me pose un peu la question, mais c'est le business de ton père, tu reprends. Non. Alors le mec te regarde comme ça. Et puis tu sais, là, t'as ce truc, tu dis, mais en fait, ils vont pas me faire confiance. Du coup, c'est pour ça, attention, quand je dis surjouer, c'est pas se la péter. Mais c'est vraiment, voilà, essayer de montrer, non, mais attends, ok, je suis peut-être un peu plus jeune, ok, peut-être que je débute un peu plus que toi, mais par contre, j'ai les épaules, je travaille dur, et ne t'inquiète pas, si on fait affaire ensemble, tu seras pas déçu. Voilà, je pense que c'est ta posture. Ouais. Mais je pense que quand tu investis sur toi, par exemple, là, tu as dit tu te payes des formations et tout pour ta nouvelle activité. Bah, je trouve que plus tu investis sur toi, plus tu te sens légitime. Moi, je remarque vraiment mais vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi. Jusqu'à 25 ans, je pense 25-30 ans, investis sur toi. Moi, je fais que payer des trucs pour apprendre. Ouais, et j'adore ça. Apprends, parce qu'en fait, ça va être toi ta grande valeur. En fait, c'est toi qui va être de valeur. Et c'est toi qui vas apporter pour après créer de la valeur. Et après aussi pour je sais pas comment vous le ressentez, mais c'est vrai que après je pense qu'il y a aussi une différence, le fait d'être un homme. Quand t'entreprends, t'es peut-être un peu plus pris au sérieux aussi, je sais pas. Tu vois, je sais pas s'il y a une... Mais je sais que moi dans le monde du travail, générale, oui. J'étais dans le monde de l'automobile en tant que salarié pendant 2 ans, dans une marque premium. C'est vrai que c'est des milieux... moi, j'ai jamais vu autant de... Déjà, il y a que des hommes. Ouais. On était 600 ou 700 vendeurs dans le groupe. Je pense qu'il y avait 5 femmes. Ouais. Et donc, tu vois, donc c'est vrai que j'ai compris quand même assez vite qu'être une femme jeune dans le commerce salarié ou dans le commerce entrepreneurial, c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc, je pense qu'il y a aussi cet effet-là de posture... Quand t'es un homme, c'est peut-être pour ça que vous avez un avis... Non, je pense que dans ton domaine, oui. Par exemple, en kiné, je le ressens pas du tout comme ça. Après, c'est pas le truc de l'entrepreneuriat non plus, la kiné. Non, mais là, par exemple, la formation que je fais, du coup, je suis avec plein de kinés et tout le monde entreprend, etc. Et ils donnent un peu plus de crédit aux femmes qu'aux hommes. Ah ouais. Parce que... Non, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je pense que c'est un truc de... Comme c'est de la kiné, donc... Tu vas accompagner quelqu'un, il donne plus de crédit à la sensibilité un peu de la femme, et dès que tu fais quelque chose, je sais pas, t'as plein de compliments, quoi. Ok. Et t'es Lola Mout. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. Bah, tu vois, oui et non, mais enfin, oui, en tout cas dans le domaine dont tu parles, mais c'est vrai que moi, par exemple, dans le domaine un peu plus du sport, c'était une catastrophe. Oui, mais je pense vraiment que ça dépend. On me prenait pas au sérieux. Et pourtant, j'avais autant les mêmes connaissances, si ce n'est plus que les autres gars. Et juste pour le fait que je sois une femme, on était là, non, mais attends, tu vas pas faire ci, tu peux te faire mal. Et j'étais vraiment là en mode, c'était insupportable. Et c'est vrai que là, il y a eu un moment où j'étais là, putain, j'aime bien kiné du sport, j'aimerais bien me lancer dans ça pendant un moment. Mais en fait, il y a aussi ce côté un peu flemme, mais je sais qu'il faut avoir juste, en fait, au début, j'allais à la guerre, tous les jours, j'étais là en mode, j'y vais. Mais c'est ce qu'il faut. Et je vais mettre un espèce de truc où je vais commencer, genre, tu vois, on me fait pas de blagues. Genre, tu sais, j'étais très en mode, alors que dans la vie, je suis quand même cool et tout, mais juste, quand j'y allais, je prenais une sorte de carapace où vraiment, j'étais la meuf, la mon cool, tu me fais pas de blagues, ce que je te dis de faire, tu le fais, sinon tu prends plus. Genre, c'était toujours les trucs où j'essayais d'être... parce que sinon, en fait, on ne prenait pas au sérieux et c'est chiant. C'est dommage de ne pas pouvoir être... Tu vois, moi, j'ai toujours été dans le travail ou dans le truc assez friendly, tu vois, avec les gens, avec mes collègues de travail, même avec mes clients et tout. Déjà, je suis quelqu'un d'assez jovial en règle générale. J'aime bien discuter, j'aime bien les gens, je suis assez sociable. Et c'est vrai que j'ai toujours été comme ça, mais j'ai jamais eu besoin... Tu vois, toi, tu dis, pour qu'on te prenne au sérieux, tu as besoin de te mettre en colère et taper du poing sur la table. Alors moi, ça m'est arrivé quelques fois parce que tu as toujours quelqu'un qui arrive à te faire un peu sortir ton truc. Mais en règle générale, j'ai jamais eu besoin de me mettre ce voile-là qui est pas naturel chez moi pour être pris au sérieux. Après, ça va changer
Je pense que ça va changer. Déjà, la génération de nos parents, enfin, tu vois, moi, je te prendrai l'exemple de ma mère, par exemple, parce que c'est mon exemple féminin, encore plus de cette génération. Mais quand tu vois ce qu'ils réussissent, on en parlait la dernière fois, ce qu'elle a réussi à accomplir en tant que femme d'affaires, en tant que maman, en tant qu'épouse et en tant que femme tout court, tu vois, t'as des femmes extraordinaires qui font... Moi, elle fait 25 fois plus que 97% des hommes, tu vois. Et je pense qu'il faut juste plus de femmes comme ça. C'est triste, mais c'est la vie. Donc on le sait maintenant, il faut arrêter de se plaindre. Mais il en faut plus, de plus en plus. Et plus il va y en avoir, plus ça va devenir normal. Ouais. Et puis dans la génération de nos enfants, j'espère pas plus tard parce que ça prendra, mais la génération de nos enfants, on aura sûrement pas de différence entre les deux. Mais ça, c'est notre job en fait. Mais c'est vrai que malgré tout... Et c'est votre job aussi, tu vois. C'est le nôtre en tant qu'homme, mais c'est aussi le vôtre en tant que femme de se dire, allez, on se met pas de barrière. Même si c'est dur, je sais que je parle sans... Mais on se met pas de barrière limitante parce que elles vont péter à un moment donné, ces barrières. Oui. Ces plafonds de verre, ils vont exploser. Et quand ils vont exploser, tout le monde va être... Mais honnêtement, tu vois, moi j'ai vraiment grandi dans une famille où il y a les femmes entreprennent énormément, si ce n'est plus que les hommes. Ma tante de cœur, elle a son propre... on va dire empire immobilier, mais donc elle a beaucoup d'agences immobilières. Mon autre tante, elle a créé donc une entreprise qui donc maintenant est valorée à plusieurs millions aux États-Unis et elle a toujours entrepris, toujours fait énormément. Mais c'est vrai que mon oncle il avait juste fait, donc ils l'ont créé ensemble, mais c'est vraiment elle la CEO et voilà. Et en fait, elle me disait j'ai dû mettre plus de diplômes en arrière-plan, en mode en soutien pour qu'on prenne tout autant au sérieux, mais aussi ce qu'elle a beaucoup fait, et c'est comme on disait, c'était aussi beaucoup le côté tu te crées un peu une carapace de ok, je suis froide, je suis comme ça, je vais te demander de faire ça, si tu le fais pas tu dégages, et d'être plus dur. Que mon oncle était très chill et très machin, mais je sais que si le truc a marché et marchait autant, c'est beaucoup grâce à elle. Toutes les femmes que j'ai rencontrées dans le milieu professionnel qui avaient des vraies carrières, c'est des femmes qui étaient pas drôles. Oui, non mais oui. au travail, oui. Attention à ce que je dis, mais qui en fait, parce qu'elle savait très bien qu'à un moment donné, si tu laissais déborder un petit peu, tu peux pas. Tu pourras plus le récupérer, c'est compliqué. Moi je te parle du milieu de l'automobile, mais je vois, les seules femmes que tu avais dans le milieu de l'automobile, à part exception, c'était des assistantes d'accueil et des assistantes de direction et des assistantes commerciales, tu vois. Donc en fait, la première qui est DRH ou qui est directeur de quoi que ce soit, directrice de quoi que ce soit, forcément elle est obligée de poser des bases. C'est triste, mais je suis persuadé que ça va changer. Je suis persuadé que ça va changer. C'est une question de temps, mais après c'est notre job à nous, notre génération, garçons, filles, de se dire ok, ces barrières, il faut qu'elles pètent dans nos discours, dans nos discussions, et le faire aussi comprendre aux gens, même si c'est compliqué, même dans des discussions de bar. Tu vois, non, mais c'est vrai. être toujours un peu sur le truc de voilà, tout le monde doit être pris au sérieux. Moi, je suis pas parti dans des études, j'en ai fait 0, mais tu vois, peu importe le parcours, prendre au sérieux les gens, peu importe leur genre. Oui, c'est ça, et puis même de pas se placer au-dessus par rapport à une réussite ou quoi. Puis c'est con en plus. Bah oui, c'est complètement. Puis c'est con en plus. C'est vrai. Non, mais c'est con en plus parce que t'as toujours meilleur que toi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu con quoi. Mais après, t'apprends de tout le monde. Moi, je trouve ça super intéressant d'échanger, même avec quelqu'un qui réussit plus que toi, ou même quelqu'un qui vient de commencer, parce que t'as toujours une idée qui peut. Puis un mec qui a réussi et qui a travaillé pour, il se moquera jamais de toi. Vraiment. Normalement, non. Il se moquera jamais de toi. Je suis d'accord. C'est aussi un problème d'ego, mais c'est vraiment. Ouais, mais après, et puis c'est quand même beaucoup plus classe d'être humble que de. Tu vois, je veux dire, même quand t'as beaucoup d'ego, tu vois, c'est quand même. C'est quoi, joue le jeu au pire. Ouais, fais semblant. C'est quand même beaucoup plus classe d'être humble et d'être gentil avec les gens que d'être le mec distant et un peu con qui dit non, attends, moi je traîne pas avec eux. Non, je suis d'accord. T'as quoi comme opinion sur le fait que, par exemple, est-ce que t'es plus en mode c'est bien de se former tout seul, de faire tout seul, et du coup de, en fait, pas s'entourer de personnes qui sont qualifiées dans un truc, mais toi d'apprendre à le faire et perdre du temps à apprendre à le faire, ou t'es plus d'un parti pris de vaut mieux s'entourer de personnes qui savent le faire, et moi je reste dans mon domaine d'expertise, ou là où t'es bon, quoi. Alors, question compliquée. Non, c'est une question compliquée. Enfin, elle est compliquée. La réponse est compliquée dans le sens où, en fait, je pense que t'as pas de règles. Ouais. Déjà, ça dépend de ton business. Après, oui, de toute façon, le côté entrepreneur, je pense qu'il est purement autodidacte. J'ai jamais vu d'école ou de formation en comment être un bon chef d'entreprise. Non.
être un chef d'entreprise, c'est savoir faire plein de choses à la fois. C'est être bon en RH, être bon en commerce, être bon en gestion. Tu vois, c'est être bon dans plein de domaines différents. Après, oui, quand tu arrives à un niveau, comme je te disais tout à l'heure, où en fait ta boîte est assez grosse pour que tu fasses un bon recrutement et que tu aies des gens qui sont plus expérimentés que toi dans chacun leur propre domaine et tu les places et toi, en fait, tu deviens un peu la vision au-dessus et toi, tu manages juste ces gens. Tu as une bonne DRH, elle s'occupe du recrutement, elle s'occupe des licenciements, elle s'occupe de tout ça. Donc, elle recrute des bonnes personnes. Donc, ça veut dire qu'à côté, tu as un bon directeur commercial qui s'occupe de tout le pôle, de tout ce pôle-là. Et puis après, tu as une bonne ou un bon responsable administratif, bonne comptable. Et là, à la fin, oui, tu arrives à créer des gros trucs. Mais quand tu commences, de toute manière, tu n'as pas le choix, en fait. Bah oui. Tu es obligé de faire tout seul. Donc, tu apprends, tu te trompes. Mais c'est... Ouais, mais tu vois, des fois, je trouve qu'il y a des bons projets et des bonnes idées et la réalisation du truc n'est pas bon. Et je trouve ça trop dommage parce qu'au final, c'est peut-être se dire, ok, il faut que j'investisse dans quelqu'un d'autre qui va me faire, moi, progresser. Mais des fois, il faut passer aussi le cap de se dire, ok, ce que je fais là, c'est de la merde. Enfin, imaginons, je fais des vidéos, je suis vraiment pas douée là-dedans, alors que le derrière est super bon et l'idée et toute la proposition autour, il faut avoir ce truc de se dire, ok, là, je parie sur moi et sur ce gars random et tu vas apprendre à faire confiance directement à un gars et tu vas, du coup, en fait, permettre de te faire une remise en question et de pouvoir augmenter beaucoup plus que si tu étais resté dans ton truc d'autodidacte où tu dis mais non, moi je vais apprendre tout seul et je vais c'est faire pour tout ça seul. que tu as plein de producteurs qui sont pas acteurs au cinéma, tu vois aussi. Tu as des gens qui savent mieux. Comme dans la chanson mondiale, mais française, combien t'as de mecs qui écrivent des chansons et qui chantent pas. Non, c'est vrai. Goldman, déjà. Non, mais Qui de base écrivait toutes les musiques parce qu'il trouvait qu'il avait une voix pas ouf et au final il est passé. ouais, et des mecs comme Johnny Hallyday qui écrivaient pas toute leur musique et qui avaient une voix de fou et donc non, je pense qu'il faut savoir dans lequel t'es bon. Moi, il y a pas longtemps, il y a un chef d'entreprise qui m'a dit trouve ton domaine de génie, ta zone de génie et travaille dedans. Ouais. C'est quoi? Moi je suis très d'accord avec ça. Moi, ma zone de génie, c'est le commerce. Et toi? Moi, ma zone de génie, c'est... je sais pas. C'est quoi ma zone de génie? Mais c'est une vraie question, il faut y réfléchir longtemps, mais il faut que tu trouves quelque chose. C'est la kiné, mais du coup c'est compliqué. Ouais, mais il faut que tu trouves quelque chose dans lequel t'es bon, qui te passionne, que tu pourrais faire H24 en fait. Ouais, mais moi c'est la kiné. Genre la kiné, c'est l'endroit. Mais c'est où... trop. Ouais, c'est génial. C'est trop. Non, ben non, justement, c'est trop spécialisé. Ah ouais? Ouais, la kiné. Enfin, tu vois, c'est quand même. Je trouve. Le contact avec les gens, moi je sais que justement c'est ça qui c'est avait peut-être toujours ça, ta marché zone parce de que génie. je peux être. En fait, je suis très caméléon. C'est-à-dire que tu peux mettre n'importe qui devant, je vais réussir à connecter. Ouais, bah, Et donc du c'est coup, je peut-être. dirais que c'est ça. Mais c'est du peut-être coup, le social, du coup, ta zone de génie. Tu vois, Ouais. c'est plus vaste. C'est comme si moi je te disais ma zone de génie c'est import-export. C'est pas vrai. Toi, Oui. ta zone de génie c'est pas être kiné. Oui. Moi, ma zone de génie c'est faire du commerce. Oui. Mais que ça soit quand j'étais commercial dans l'automobile ou quand j'étais serveur dans un resto l'été, ma zone de génie c'était le commerce. Le serveur, je gagnais presque, je prenais plus de plaisir à faire le contact avec les gens et à leur vendre un truc, à bien présenter les menus, à bien être pris, à bien truc, que ben, c'est pareil en fait. Et toi, ce que tu aimes dans le métier de kiné, c'est peut-être ton côté très sociable, que tu vas retrouver par exemple quand tu organises des podcasts comme celui-ci, et que tu vas retrouver dans sûrement d'autres activités dans ta vie. Moi, je pense que c'est attirer, par exemple sur Insta, genre attirer ma cible, quoi. Capter la cible. Capter la cible. Ouais. Ça, c'est, je pense, c'est mon truc de génie. Ouais. Après, c'est une question. Enfin, moi, j'ai mis longtemps à y répondre. Hein. Ouais, je pense que je pense qu'il faut plus profondément, voilà. tu trouves plus. En fait, il faut que tu te la poses. Et moi, j'en suis venu à me la poser parce que quand on m'appelle il y a 3 mois pour savoir si je veux rentrer dans le consulting privé parce que mon profil intéresse, etc. Donc, il me démarche. Et il me dit oui, aujourd'hui t'en es tout. Je lui dis écoute, je fais ça, puis j'ai essayé ça, mais ça marche pas, ça a marché. Et il me dit oui, mais en fait, tu montes plein de boîtes, mais à chaque fois. Il m'a dit j'ai l'impression que tu montes des entreprises où il y a de l'argent et pas des entreprises que tu sais vraiment faire. Ok. Ah, intéressant. Mais alors, c'est peut-être plus pour la fin du podcast, mais tu vois, tu me disais tout à l'heure peut-être un conseil à donner, mais du coup, j'en reparlerai à la fin, à part si vous voulez pas en parler maintenant, mais c'est peut-être mieux d'en parler à la fin. En fait, du coup, il y a plusieurs conseils, mais oui, si tu veux en parler maintenant, du coup, fais-le, sans souci. Pour moi, le plus gros conseil entrepreneurial du monde, c'est trouve ta zone de génie
et travaille dedans. Et surtout, ne cherche pas à aller dans les business où il y a de l'argent parce qu'il y a de l'argent partout. Oui. Dans tous les business. C'était qui me disait ça un boulanger peut être milliardaire. Parce que le mec qui a monté une boulangerie, deux boulangeries, trois boulangeries et qui à la fin avait Marie Blachère ou l'ami de pain, il est milliardaire. Mais juste, le mec était un très bon boulanger et un bon chef d'entreprise. Et à un moment donné, il a pu passer ses barrières et il a été exceptionnellement bon aussi pour arriver à structurer, à processer une boîte et à en faire quelque chose d'aussi énorme. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, dans n'importe quel domaine, si tu sais entreprendre et que tu es capable de t'imposer la rigueur nécessaire pour y arriver, dans n'importe quel domaine, tu peux gagner beaucoup d'argent. Ça sert à rien de chercher un domaine où il y a de l'argent. Cherche ton domaine, mets-toi dedans et bam, 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 et monte dans ton domaine à toi. Je pense que c'est le meilleur conseil. Moi, et il vient pas de moi, moi c'est un conseil qu'on m'a donné, et moi c'est le meilleur conseil que j'ai reçu en entrepreneuriat de ma vie. C'est arrête de courir après l'argent. Mais dans tous les domaines, parce que c'est vrai que même en kiné, moi j'en discute, j'aime bien quand je vais dans des cliniques, demander un peu au chef de la clinique, enfin au patron de la clinique, enfin celui qui l'a quoi la clinique, et qui dirige donc les autres kinés, etc. Je dis mais c'est des cliniques privées. C'est quoi tes conseils, enfin c'est l'équivalent ici en Espagne de clinique privée. Et j'étais c'est quoi tes conseils pour toi machin, il me fait franchement tant que t'es passionné et que tu fais ça, mais que tu fais pas ça pour l'argent, que tu fais ça vraiment juste parce que t'es passionné, il m'a dit tu vas voir c'est marrant mais l'argent te tombe dessus. Et j'étais là en mode putain c'est bien de le voir comme ça et tout, c'est beau parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui justement faisaient pas kiné à cause de ça. Moi je me rappelle beaucoup qu'on me disait non moi je vais faire dentaire, je vais pas faire kiné, on gagne pas assez et tout, et j'étais en mode ah ouais, je sais pas, moi je me suis jamais mis ça en truc où je me suis toujours dit de toute façon si tu veux faire de l'argent tu peux faire de l'argent partout, mais si c'est ça qui te drive en premier, c'est juste faire ça ce qui est sûr c'est que pour gagner de l'argent, je te parle de beaucoup d'argent, pour gagner de l'argent, vraiment de l'argent, il faut être capable de travailler tout le temps. C'est-à-dire que moi je connais pas, j'ai jamais vu un chef d'entreprise qui réussit vraiment décrocher. Oui, complètement. Tu décroches pas. Non. Que ça soit le matin, le soir, la nuit. Moi mais non, mais moi je me réveille la nuit en pensant à des trucs. Je te dis pas que je travaille, je te dis que tu décroches pas. T'as toujours... Donc si tu trouves pas un domaine dans lequel tu es passionné, tu tiens pas sur la longueur, c'est impossible. C'est impossible de tenir. Donc oui, il faut que tu trouves un truc qui en fait tous les jours. Moi tu vois, hier on était dimanche, j'avais un rendez-vous là pour refaire un roleplay pour le consulting, etc. Moi, je suis trop content un dimanche matin d'aller faire un roleplay. Ça me passionne. Je pourrais le faire, pas sans être payé presque, mais tu vois, presque en fait. Complètement. Non, mais... nous et le podcast, tu le fais pas pour l'argent. Pas du tout. Et s'il faut, t'en sais rien, mais s'il faut dans 5 ans, tu gagneras beaucoup d'argent. Regarde Thibaut InShape, là, qui est passé il y a pas longtemps sur Sans Permission. Oui, c'est vrai. Il a commencé à faire des vidéos avec son portable dans sa chambre parce qu'il était passionné de muscu. Et il a dit, je vais montrer comment je fais des exercices de muscu. 12 ans ou 13 ans plus tard, il est premier youtubeur de France. Là, il a drivé sa chaîne YouTube, il parle maintenant en anglais parce qu'il s'est rendu compte qu'il touchait à l'international. Tu sais, déjà, premier youtubeur de France, c'est top. Mais tu sais même pas si dans 5 ou 10 ans, il sera pas peut-être dans le top 10 du monde. Mais en fait, le mec, il kiffe la muscu, il fait 6 films en train de faire la muscu et il continue. Et il prend les bons coches. Après, il a été bon. Il prend les bons coches, les shorts, les trucs. Il est très fort. Mais oui. Il a plus de 12 millions d'abonnés sur Insta. Et puis ça fait qu'augmenter. Et regarde, il fait le podcast Sans Permission avec Oussama et Yomi. Et en fait, il se rend compte qu'ils lui disent « Ah, mais tu te rends pas compte, ça serait peut-être intéressant que tu fasses en anglais. » Mec, ça lui a pas duré 2 mois la réflexion. Une semaine après, il fait tous ces trucs-là. Mais il passe à l'action. Parce qu'il prend le risque. Il se dit au pire, on se fera de ma gueule. Au pire, ça marchera pas. Mais au mieux, j'irai toucher un truc. Donc il fait un peu les deux. Mais moi je trouve que ça c'est une mentalité qu'il faut grave cultiver dès que t'es petit, mais même quand t'as des enfants, parce que c'est vrai que moi mon oncle et ma tante ils sont très là-dedans, et je me rappelle qu'ils faisaient des... Alors ça paraît très bizarre, mais en vrai c'est aux États-Unis donc c'est aussi une autre mentalité, mais donc mon oncle il disait ok je suis un investisseur, pourquoi je devrais investir dans ton truc, et mes petits cousins ils avaient 12-13 ans, ils disaient tu dois investir parce que si ça, ils disaient ok j'investis $50, t'as 1 mois pour faire fonctionner ton truc. Et maintenant mon petit cousin de... là il a 14 ans mais il a commencé ça, il avait 12 ans. C'est un mini chef d'entreprise, sauf qu'il fait un voice coder pour modifier sa voix et il a 6 ou 7 employés à son actif. Et moi j'ai trouvé ça lunaire, mais après c'est un petit prodige honnêtement, mais les 2 autres pareil sont très dans l'entrepreneuriat et dans les trucs comme ça. Et pour moi j'ai trouvé que du coup très jeune, quand tu baignes là-dedans, t'as aussi forcément une vision de la vie qui est très différente. Quand je discute avec lui, nos visions de vie sont éclatées à l'opposé. Mais par contre, voilà,
À 14 ans, t'as pas ce truc de du coup bah je vais m'amuser avec mes potes machin. Lui il est vraiment dans ce truc, ça le passionne tellement qu'il fait que ça, mais que ça. Genre il y a des fois on est en repas de famille, c'est l'anniversaire de mon grand-père et il est vraiment là en mode non mais là genre j'y vais et tout, j'ai mon truc aux États-Unis parce qu'on est en France donc il y a le décalage horaire et il dit bah là j'y vais. Je peux que jusqu'à telle heure parce qu'après les États-Unis se réveillent et du coup je peux pas. Mais après les US, moi pour beaucoup aimer cette mentalité, attention pas tout, mais pour en aimer la plupart, j'y suis allé 4 ou 5 fois. La dernière fois c'était il y a 1 mois et demi à peu près, donc j'y vais quand même régulièrement. Et en fait t'as une vraie mentalité très capitaliste et en fait où chacun crée sa valeur. Parce que chacun paie tout, il n'y a pas de notion de détail, il n'y a pas de notion de prise en charge, tu te pètes l'épaule, tu payes. Donc en fait, chacun va créer sa valeur. Et tu vois, et dans le même domaine aussi, et je te crois à 100% dans ce que tu me dis, parce que tu vois, j'ai un ami, moi, qui vit aux États-Unis, qui était un ami de mon père à la base, mais qui est bien plus vieux que moi, et qui a un fils, par exemple, pareil, qui a 12-13 ans, je crois, et son fils vient le voir et dit « Ah, écoute, papa, j'ai vu là qu'il y avait des gamins dans la rue d'à côté qui vendaient des oranges sur le bord de la route. Est-ce que tu pourrais me passer $20 pour que j'aille acheter des oranges, j'essaie de vendre des oranges ?» Et en fait, le père, premier truc qu'il dit, c'est bien sûr, vas-y, fonce. Et puis le gamin, il se met à vendre des oranges. Et puis alors les voisins, je ne dis pas qu'il fait des fortunes, mais les voisins, ils voient que le gamin il vend des oranges, mais ils lui achètent même s'il ne mange pas d'oranges en fait. Alors qu'en France, ta voisine qui appelle les flics, dit oui, il nous casse les couilles, c'est un dimanche matin. Non mais tu vois, les flics qui passent, oui, c'est un stand illégal, vous n'avez pas de société pour encaisser l'argent. Non mais tu vois, alors qu'aux États-Unis, tu as tout le monde qui va dire ah ben c'est chouette, il est mignon, il aura gagné $25 à la fin de la journée, on s'en fout, tu vois. Mais donc ils ont beaucoup plus vite cette notion-là de la prise de risque et tout ça. Mais ça, encore une fois, c'est toi, ton éducation, ton mind. Et pour faire une aparté un peu sur le côté marketing, est-ce que toi, tu prends une grande place pour le marketing dans ton entreprise et c'est toi qui t'en occupes ? Non. Pas tant que ça, en fait. Moi, j'ai pas de marketing. T'as pas besoin. Sur mon activité d'import-export, il n'y a pas de marketing. Parce que je fais que du B2B. Et c'est vraiment moi qui m'occupe de la partie commerciale vu que je suis tout seul. Donc c'est vraiment moi qui vais chercher mes clients et qui fait mes systèmes d'acquisition clients. Et par contre pour la société avec laquelle je vais travailler là, en tant que consultant, donc c'est pas ma boîte, c'est pas moi qui m'occupe du marketing. Là par contre il y a un marketing qui est énorme, mais là tu es vraiment dans une entreprise qui roule déjà bien sur le marketing. Je crois qu'ils font 25 ou 30 millions d'euros par an, quoi. C'est énorme. Donc Et puis il y a un vrai truc du personal branding du CEO aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important. En fait, tu remarques sur toutes les entreprises qui sont digitales, aujourd'hui, les gens s'accrochent beaucoup plus au CEO et à une personne physique qu'à une entreprise. Et il n'y a que les très grosses boîtes où en fait l'entreprise dépasse le personal branding du CEO, mais de même par exemple vous tu vois pour le podcast ou sur toutes ces boîtes là digitales, c'est vraiment le personal branding du créateur ou du moins du présentateur, de celui qui est mis en avant, qui va faire que ça va fonctionner ou pas. Donc marketing pour du digital, moi je pense que la clé du succès, c'est de le faire sur toi-même. Ces gens s'accrochent plus à toi que pour ça à l'image, pour ça à la vidéo. À ta personnalité et tout. À ta personnalité et puis à ce que tu dégages. Après, c'est sûr que ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens, ils dégagent des choses qu'on n'a pas envie de voir. Après, chacun a son public. Tout le monde a son public. Tout le monde a son public, mais c'est vrai que des gens qui rassemblent beaucoup plus de monde et d'autres qui en rassemblent moins. C'est pour ça que ça se travaille vraiment le personal branding quand tu veux monter un projet. Mais c'est vrai que maintenant en plus les réseaux sociaux ont pris une place énorme dans tout, mais que ce soit nous en kiné ou bon toi du coup dans ton entreprise moins. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que maintenant il faut vraiment savoir jouer avec pour même cibler ta clientèle ou ta patientèle. Mais même en dehors de ça, je trouve que même si on dit oui voilà par exemple en kiné c'est pas du tout bien de se vendre etc. et on devrait pas se vendre car on reste une entité médicale, c'est vrai que malgré tout je trouve que c'est important d'avoir la patientèle qui te ressemble et avec qui en fait tu vas le mieux connecter parce que c'est comme ça que tu vas mieux aider tes patients. Genre 100%. Complètement. Et puis c'est ce qui va les faire venir à toi. Si à un moment donné tu veux te développer plus, mais tu le vois dans n'importe quel business, tu le vois dans les agences immobilières, dans tout. Aujourd'hui, toutes les entreprises, même physiques, ont compte Instagram, parfois même compte TikTok. Moi j'ai un de mes meilleurs potes là, avec son frère, ils ont un groupe de restaurants dans la restauration italienne. Et
depuis qu'ils se sont mis sur TikTok, Instagram, etc., bon, font des stories, font du contenu. Ouais. Alors, et ça les aide. Bon, eux, ils ont une boîte déjà qui tourne très bien, mais ça fait partie, justement, moi, c'est ce que j'apprends dans le consulting. Pour scaler une boîte, tu as des points, tu as 4 points particuliers. Et dans un de ces points, c'est ton système d'acquisition. Et par ton système d'acquisition, tu as tout ce côté réseaux sociaux et amener une autre clientèle à toi. En fait, il te faut plusieurs systèmes d'acquisition différents. Ok. Donc, par exemple, dans la restauration, tu vas avoir les réseaux sociaux, tu vas avoir être en bord de route, tu as plusieurs systèmes d'acquisition. Et alors, plus c'est digital, plus il faut que ce soit, mais même un business physique, il te faut du digital aujourd'hui. Ah oui, mais nous, on l'a vu, même, enfin, un bossy un peu à voir, il y avait en bas de notre ancien appartement un tout petit Italien, mais vraiment qui faisait l'angle, c'était vraiment, enfin, 2 personnes tiennent dedans, et en fait, c'est que des trucs à emporter. Et quand on est arrivé, vraiment, ça marchait tranquille, mais pas vraiment beaucoup. Et il y a eu une vidéo TikTok qui est devenue virale, et maintenant, à chaque fois que je passe, il y a des queues de 15-20 personnes. Mais Après, c'est bon. voilà. C'est pas très cher. C'est pas cher. Genre, ils ont aligné plein de choses qui ont fait que quand ça a pété, ils étaient là. Mais il faut être là pour Faut être là et juste la petite erreur que tu peux te dire qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont attendu finalement que la chance d'être mis en avant par quelqu'un d'autre leur tombe dessus, alors que s'il faut, ils auraient bien pu 1 an ou 2 à l'avance déjà se mettre eux en avant sur les réseaux. Et en fait, c'est ça qui. Après, tu peux même payer quelqu'un. Hein. Tu payes un influenceur qui vient et qui. Mon ami dont je te parle, je crois que sur les 2 restaurants, ils font 2 ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Ils ont une 40aine de salariés. Aujourd'hui, c'est pas lui qui fait les TikTok. Hein. Oui, bah non. Ils ont pris un community manager en prestation de service, qui est pas salarié chez eux, mais qui est en prestation de service, qui paye et qui, tous les jours ou tous les week-ends ou j'en sais rien, fait du contenu, fait des vidéos, poste, tient les comptes de réseau et publie. Parce que t'as pas le temps. C'est ce que je te disais tout à l'heure, quand t'es jeune entreprise, pas à mon niveau, mais au leur, quand t'as 40 salariés, tu peux pas être dans l'opérationnel, ou sinon tu te casses la gueule. Il faut que tu sois au-dessus et que tu mettes des mecs. Délègues. Et tu délègues et que tu mettes des mecs qui gèrent. Et après, c'est toi qui manages par contre. Non, je suis d'accord. Mais je pense que du coup, en fait, dans n'importe quel domaine où tu es et que tu veux être en contact avec des gens, tu es obligé d'avoir des bons trucs de management et de savoir-gérer. Mais je trouve ça bizarre que tu vois, dans la majeure partie des études qu'on fait, il n'y a pas quelque chose là-dessus. Genre, par exemple, en kiné, tu traites avec patients, tu traites avec d'autres kinés, tu traites avec d'autres corps médicaux. Et t'as pas pendant longtemps, on n'a pas eu du tout le comment tu gères, comment tu fais ton truc. Mais ça dépend aussi beaucoup du pays. En France, en tout cas. Oui, en France, mais ou même en Europe, je pense, peut-être en Espagne, ils entreprennent un peu plus, mais c'est pas le pur entrepreneuriat, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'avais été quand Espagne, même très choquée parce qu'on m'a dit il faut que tu te vendes, il faut que tu te mettes sur les réseaux, il faut que tu commences à avoir une DA, que toi tu proposes des couleurs, des machins, des trucs, que tu te mettes en avant mais sur les réseaux et que tu ailles chercher, on m'avait presque dit ta clientèle. Et moi j'étais vraiment là en mode mais je comprends pas, parce que pour moi en tant que kiné c'est pas ça. Enfin, je suis dans le médical, je devrais pas avoir à me vendre pour avoir des gens qui. Et ils me disent si, parce que ici je suis déclarée en autonome donc je suis pas sous contrat. Et vraiment, c'est comme ça. Et moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire parce que c'était tellement un truc qui n'était pas dans ma tête associé à mon travail. Mais après, j'ai compris aussi que faut pas être débile non plus. Et c'est vrai que même en France ou ailleurs, il y a toujours un côté où tu te vantes à personne, peu importe. Mais à ce point-là, ici, moi, je te dis que j'ai vraiment eu l'impression d'être la chef de ma mini-entreprise de moi. Quoi. Mais genre vraiment, et ça m'a frappé au début. Alors peut-être c'est différent. Après oui, non, si tu regardes, alors peut-être moins dans les corps médicaux, mais après si tu regardes les professions libérales, même dans le droit, un avocat, etc., c'est vrai qu'ils le font ça aussi de plus en plus, parce que moi sur TikTok, t'en vois des avocats, tu vois. Mais t'as de tout, les coiffeurs... Mais de tout, mais parce que je trouve que c'est vraiment important, c'est vraiment très très important d'être capable d'aller vendre ton produit, parce qu'aujourd'hui les gens, comme tu disais, une vidéo te fait exploser. Un contenu, à un moment donné, te fait exploser. Moi, je suis un gros fan de l'entreprise Tourismo. Je sais pas si vous connaissez, Angel Fievez. Ok. Moi, ça me dit rien du tout. Mais c'est un mec qui a monté une boîte qui est déjà extraordinaire. Okay. Genre, l'idée de la boîte est folle. Et en plus, il a encore plus pété le jour où il a décidé de se dire je vais expliquer sur les réseaux ce que je fais. Donc, il a monté un compte Insta. Okay. Il a expliqué ce que faisait sa boîte. Et après, il s'est rendu compte que dès qu'il était un peu sur la vidéo, lui en tant que CEO et que fondateur, les vues explosaient. Du coup, il a vraiment créé un personnel branding autour de lui. Maintenant, il a une chaîne YouTube, il fait des vlogs, il fait des trucs. Et en fait, sa boîte est connue de plus en plus. Et là, il a dû faire une levée de fonds pour justement dépasser un cap.
Et il a fait une levée de fonds en disant mais voilà, tous les gens qui veulent investir, voici le lien pour acheter des actions de ma société. Je crois qu'il a levé 10 millions ou 15 millions. Ah non, mais les gens adorent qu'on leur raconte une histoire. Ouais. Et s'ils sont derrière les caméras et tout, et qu'ils voient comment tu travailles, ils adorent ça. Ils adorent ça. Et puis aujourd'hui, on est dans une société où c'est très vrai, mais on préfère regarder que faire. Enfin, du moins, la plupart des gens. C'est vrai. Et c'était, je sais plus quel youtubeur, un chef d'entreprise, pareil, un mec a réussi dans le business online, et qui disait aujourd'hui, mes vidéos qui font le plus de vues, c'est celles où je monte mon train de vie et pas celles où j'explique comment avoir mon train de vie. Ah ouais, bah oui. Mais c'est toute notre génération. C'est très résumé, mais enfin, c'est toute notre génération. Mais parce que les gens adorent rêver, mais. Ils adorent rêver, mais ils croient pas. Mais pas si s'ils s'arrêtent, en fait. Et puis après, ça, c'est la faute de l'éducation de la société aussi. C'est de leur faute, hein. Mais c'est la faute de la société de l'éducation parce qu'en fait, on t'explique que c'est pas possible. On t'explique toujours que c'est pas possible. Mais c'est tes croyances limitantes, ça fait très très Instagrammeur de dire ça, mais c'est vrai, c'est tes croyances limitantes, c'est de te dire, moi je me rappellerai toujours, je crois que à un moment donné, j'ai travaillé dans l'immobilier, j'avais un responsable commercial qui me dit oui, et alors pourquoi toi tes objectifs c'est de gagner combien par mois? Je dis, je sais pas, moi à terme, à 30-40 ans, j'aimerais gagner 100 ou 200 000 balles, je crois, je lui ai dit par mois. Il m'a arrêté, il m'a dit mais tu te prends pour qui toi? Ah ouais? Mais oui, mais en fait, vu que c'est mon rêve, peut-être qu'un jour j'arriverai à 50 ou 100, tu vois, ou peut-être à 500, j'en sais rien. Mais en fait, si à un moment donné tu te dis pas mais non, mais moi je suis sûr que j'en suis capable et puis je vais tout faire pour, tu vois. Ouais, c'est ça, je vais tout faire pour. Je vais tout faire pour et puis je suis sûr d'en être capable. Tu vois où t'atterris. Et tu vois, alors oui, tu te pètes la gueule, mais si à un moment donné t'y crois même pas, ou si tu te dis non mais il y a plein de gens qui disent mais c'est impossible. C'est impossible. Bah oui, alors c'est sûr. Moi, ma famille, c'était très, enfin pas très comme ça, mais moi je suis pas dans une famille, par exemple comme toi, qui entreprend, et j'avais beaucoup de croyances limitantes. Je pensais que c'était super dur. Alors que maintenant, avec les gens un peu qui m'entourent et les discussions qu'on a pu avoir, enfin c'est pas facile, mais c'est accessible à tous. Enfin, si demain tu veux, tu peux commencer quoi. C'est pour ça que je te dis que pour moi, la pire phrase du monde, c'est pas si simple. Mais non, je suis d'accord. C'est pas si simple, si. En fait, tout est simple. C'est juste, est-ce que tu es capable, toi, est-ce que tu as envie de mettre les choses en place pour le faire? C'est exactement ça. Et ce qui est dur, c'est de mettre en place. Parce que tu sais pas par quoi commencer. Ce qui est dur, c'est de passer le cap. C'est de te dire, moi, à chaque fois que j'ai eu des grosses décisions à prendre, en fait, ce qui est dur, c'est de te dire, putain, est-ce que ça sera la bonne décision? Donc, en fait, tu te dis, ben, si je la prends pas, je le saurai pas. Alors, faut pas faire ça, j'ai des décisions débiles. Mais quand tu as l'impression que, ok, ça fait peur, ok, ça va être compliqué. C'est quand j'ai arrêté après le lycée, j'entamais rapidement un BTS et puis j'ai dit non, mais j'arrête. Allez, je monte ma première boîte. Du coup, j'étais dans l'immobilier en alternance. Je fais un peu de BTS. J'ai dit non, mais c'est bon, j'en ai marre. Je le faisais un peu. Mais, parce que, bon, même si mes parents sont chefs d'entreprise, ils sont tous les deux quand même dans des professions pseudo-libérales. Il a quand même expert comptable, il a quand même fait 8 ou 9 ans d'études, tu vois. Donc ils sont quand même dans ce truc où c'était... Ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été pour, et encore aujourd'hui, dès que... Tu vois, ils sont toujours derrière moi, et ça, c'est génial, et ça t'aide beaucoup quand même, malgré tout, d'avoir les gens qui t'aiment et que t'aimes, qui croient en toi. C'est toujours plus facile pour faire des choses. Mais par contre, oui, le jour où je lui ai dit j'arrête tout et je vais monter une boîte. Et donc quand je leur dis ça, si tu veux, j'ai galéré, ils ont vu tout le avant, j'avais pas étudié machin, je trouve enfin un boulot où je gagne un peu d'argent, où j'ai un certain statut social, et en fait je repars. Et en fait c'est ce côté-là où si tu veux, faut pas avoir peur, parce que moi aussi j'ai eu peur. J'ai mis 3 mois peut-être à me dire, j'avais tellement galéré avant, tellement content de retrouver un job, sauf qu'en fait au bout d'un moment, j'avais une discussion avec un ami et il me dit oui mais Arthur, c'est génial ce que tu fais, hein. Tu gagnes bien ta visite, mais c'est pas ce que t'aimes. Dis, tu restes chez l'entreprise, putain, oublie pas parce que t'es cassé la gueule 2 fois qu'il faut que tu oublies tes rêves. Et en fait, j'ai dit, ben oui, en fait, il a raison. Donc non, je suis qui j'ai envie d'être. Donc j'arrête. Et j'ai clôturé chez Mercedes. Je crois que j'ai jamais clôturé celui. J'avais un poste de... Comment ça s'appelle ? Je sais plus, c'est un truc statut 4. Donc t'as 3 mois de préavis pour partir, machin et tout. Ça s'est fait en 1 mois et demi. Alors oui, c'était pas content, donc ça s'est assez mal passé, mais ça s'est fait très rapidement. Et je suis parti, j'ai mis toutes mes affaires dans ma voiture, je suis parti vivre en Espagne, et voilà quoi. Mais après, c'est que. Donc quand on te dit c'est pas si simple, si. Par contre, est-ce que tu as le courage, est-ce que tu as l'envie de dire ok, je quitte mon job, je reprends. Ça, ok. Mais après, simple, tu as juste à aller voir ton boss. Dans les actes, c'est simple. C'est ta mentale. Après, est-ce que c'est simple pour toi ? Mais j'ai une anecdote qui revient de nous deux. Après nos études de kiné. de ce que tu dis. Non mais de toi. Non, mais je t'écoute. C'est en lien. Okay. En gros, on venait de finir nos études de kiné et on voulait rester à Valence.
Sauf qu'on n'avait pas de taf, on n'avait rien. Ah On ouais, n'avait c'est même vrai. pas d'appart à cette époque. Non. Et tu te rappelles pas que une fois, enfin nos parents ils nous avaient grave dit mais si vous pouvez rester et tout, on était prêtes à donner des cours dans la Touria, Ouais. où on s'était posé, on était en mode on va En faire fait, plein de trucs pour rester. Et ça c'est me rappelle ça. le truc de bah si t'as un rêve genre ok va jusqu'au bout quoi. En vrai, c'est vrai qu'on s'était dit, bah, on veut rester et c'est vraiment ce qu'on veut faire et on sait que c'est pour quelque chose de bien parce que dans tous les cas, en France, on n'allait rien faire à part attendre. Et vraiment, on s'était dit, mais oui, on fait payer même 5 balles, on met des trucs sur les arbres, on s'en fout. On avait fait Pour des leur dire, flyers venez et tout, on carrément. avait fait des flyers, Mais on s'était dit en mode, vas-y. Au final, on a trouvé toutes les du travail parce que quand tu provoques des choses, au final, elles viennent aussi en... La, par boomerang. la vie est comme ça. Le dernier truc là, que j'ai en mémoire, qu'on parlait avec Inès, c'est quand je suis parti à Chicago là, il y a un mois et demi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Voilà, vraiment ça. ça s'est fait en une semaine. Ouais, j'ai envie qu'on se voit. J'ai envie qu'on se voit, ouais, mais bon, c'est vrai, je suis là, faut attendre tant de temps, machin et tout. Je dis, je sais pas, t'es dispo quand? Mais non, mais tu vas jamais venir, personne est venu me voir. Ça fait 1 an et demi que j'ai vu personne de France, machin et tout, parce que c'est loin, parce que c'est cher. J'ai dit, bah écoute, dis-moi quand c'est, je regarde quand j'ai des dispo, j'ai pris mes billets. J'adore. En 48 heures, c'était plié. J'adore. Et je me rappelle, elle m'a dit, mais t'as rendu quelque chose de très compliqué, très simple. Ben oui, parce Mais qu'en oui, fait, c'est c'est simple. simple. J'ai la dispo, j'ai les moyens. Maintenant, est-ce que j'ai envie? Ouais. Mais Non, c'est vrai que... C'est vrai qu'on se complique beaucoup on se la complique tête, hein. beaucoup trop la vie. Dans la vie, alors moi je suis très partisan de ça. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que je suis encore au début de ma vie, donc on verra dans 25 ans si c'était On une bonne fait la idée. même chose à Voilà. 40 ans. Mais pour l'instant, j'ai toujours suivi la même chose, c'est faire que ce que j'ai envie. Et on m'a toujours dit, que ce soit les parents, on vous a toujours dit cette phrase. Oui, mais dans la vie, tu fais pas toujours tout ce que tu as envie. Que ce que tu as envie. Bah écoute, moi pour l'instant, j'essaye. J'ai pas l'impression que ça me réussit trop mal. Je pense que si justement on fait que ce que tu as envie. Mais Fais non, que ce que tu as envie. parce que les gens ils pensent, enfin surtout avant, enfin les parents surtout, qu'il faut faire quelque chose de. Enfin en fait que tout doit être compliqué. Oui. Et du On coup, associe genre, travail, réussite et douleur en fait. Ouais, Ouais, alors que tu peux réussir complètement. On sans associe douleur comme dans peut-être pas dans le enfin si dans le sport aussi. On associe vraiment le travail et la réussite. Il faut souffrir pour arriver en haut. Ouais. Alors oui, il faut se donner du mal, oui, il faut travailler dur, mais travailler dur, ça peut être pas une souffrance aussi, Ouais, tu vois non plus. Moi je sais que quand je passe 3, 4, 5 heures pendant plusieurs d'affilée sur mon ordi à faire des trucs je souffre pas. Oui, ça me prend la tête. Oui, à la fin de la journée, t'es fatigué, t'as envie d'aller te coucher. Mais je ne souffre pas, quoi. Et on essaie d'associer à douleur. Il faut souffrir, il faut tomber, il faut tout pour réussir. Mais c'est comme dans tout, c'est comme. Enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est comme quand les gens ils disent pour être vraiment heureux, tu dois avoir vécu des trucs horribles, alors que pas du tout. Enfin, J'ai tu jamais peux vécu de être, trucs trop horribles et je suis super heureux. Mais tu Exactement, vois, mais il y en a C'est souvent vrai. qui associent par exemple le bonheur à de la souffrance. Et c'est pareil au oui, travail. parce qu'en fait, ils font Alors la que non. contrebalance. Non, Pas du c'est tout. pas vrai. Ouais, je suis d'accord. Tu peux tout avoir, quoi, dans la vie. Vraiment, Alors, par contre, j'ai jamais réussi à tout avoir en même temps. Ah oui, bah non, oui. c'est pas grave. Non, mais tu sais, on te dit, t'as la famille, la santé, l'argent et l'amour. Et j'ai l'impression que quand j'ai Ouais. les trois, il y en a toujours un qui saute. Et dès que j'en récupère un, c'est l'autre qui saute. Après, je pense Pour que parce l'instant, qu'on est jeunes. Peut-être, hein. Mais je pense que t'as toujours, parce qu'après t'as les enfants, t'as le conjoint là. Non, après, Pour voilà. moi, c'est plus tu mets tes priorités. Et si ta priorité à un moment, c'est plus ton travail et après, c'est plus créer ta famille, etc., Yes, forcément, yes. le travail, il va en pâtir. Et puis il faut de Mais tout c'est normal. pour faire un monde, et puis heureusement qu'on est tous différents, sinon on serait chier. Mais bien Ouais. sûr. Fin du podcast sur ça. Ouais, je suis d'accord. Non, oui, complètement. Mais est-ce que du coup, pour terminer, t'aurais donc un... Bon, t'as eu plusieurs listes de conseils, mais Ouais. est-ce que si tu devais résumer en quelques conseils, par exemple, du coup, faire toujours ce qu'on aime. Ouais, alors voilà, sans aucune prétention, parce que je suis pas du tout à l'apogée, mais en tout cas, moi, les conseils que j'ai pu remarquer et que j'applique dans ma vie de tous les jours, c'est être rigoureux. C'est-à-dire que ça rejoint, je vais me contredire, mais pas se faire mal, mais quand même, tu vois, être rigoureux, même si, ok, ce matin je suis fatigué, ok, hier soir je fais la fête, ok, non, on est lundi matin, tu te réveilles, tu vas faire ce que tu as à faire, tu te fais... Moi je fonctionne beaucoup à to-do list, tu sais, tous les jours, je sais ce que j'ai à faire, et donc être très rigoureux, travailler dans sa zone de génie, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis continuer, quoi, continuer. Après, c'est sûr, si quelque chose marche pas, moi, ce qui m'épate, c'est les gens qui recommencent plein de fois la même chose en espérant avoir un résultat différent, tu sais. Ouais. Non, au bout d'un moment, voilà. Mais savoir toujours se réorienter, savoir se remettre en question, savoir écouter les autres, savoir beaucoup s'écouter soi-même, être rigoureux et travailler dans sa zone de génie. Je pense que c'est les conseils pour entreprendre dans la vie, en règle générale. Je pense que moi, c'est les conseils qu'on m'a donnés et que j'ai trouvé bien. Ouais. Et bien s'entourer, en tout cas s'entourer de personnes à qui tu as envie de ressembler. Ouais. Ouais.
Ah, je suis d'accord. Moi, je m'entoure Genre, beaucoup. des gens mais qui te... moi, tous mes amis, Mm-mm. et je le dis, ça va faire une petite dédicace, hein, une petite Pensez. pensée et puis une petite déclaration d'amour. Tous mes amis sont des gens que j'admire. C'est bien. Pour des raisons différentes, Mm-mm. tous, mais je n'ai aucun ami où, alors c'est très où je l'estime en dessous de moi. Tu vois ce que je veux dire ou Ok, pas? oui. C'est tous des gens qui ont des facultés à faire des choses que j'admire. Mm-mm. Et je m'entoure que de gens comme ça. Et je pense que ça t'aide vraiment à upgrade. Ouais, et puis d'avoir un entourage bienveillant qui, justement, comme tes parents, c'est pas évident. Et franchement, je trouve ça vraiment bien de tes parents d'avoir dit bah là, j'arrête tout, je démissionne d'un boulot où je gagne bien et je suis Ah oui. bien. Et Ah ben pendant 3 jours il entreprendre. pleure. Mais moi, je me rappelle- pendant 3 jours, mais à chaque fois, ma mère, à chaque fois, elle me disait mais putain, mais on n'en peut plus de ce gosse quoi. pour une fois que c'était bon, il s'était remis dans le truc, eh ben il repart. Mais voilà, ça dure 3-4 jours, et puis au bout de 3-4 jours, on a une discussion, et puis elle me dit écoute, si c'est ce que tu veux faire, nous de toute façon on est là, tu peux compter sur nous. Et tu vois là, pour le consulting et pour ma nouvelle activité, je suis obligé de rentrer en France. Du coup, ça fait 6 mois que je suis ici, je suis obligé de rentrer en France. J'ai pas de logement. Mes parents m'ont dit, y a pas de problème, tu peux venir dormir à la maison 3 semaines, moi, le temps que tu veux, quoi. Le temps de retomber sur tes pattes et puis de commencer ta nouvelle activité. Voilà, et oui, il faut s'entourer de gens qui t'aiment, qui sont bienveillants envers toi, et sortir les non-bienveillants, même si ça fait du mal, Ouais. sortir les non-bienveillants parce qu'ils t'apporteront rien. Je suis d'accord. C'est vrai. Bah, on espère que ce podcast vous aura plu. Et merci déjà d'être Ouais. venu. Avec Merci, plaisir. c'était vraiment super. Avec grand plaisir. J'espère que tu as kiffé l'expérience. J'ai adoré, c'était Ouais. très Tant chouette. Pas de soucis. Et on se dit À très bientôt pour un nouvel épisode. à bientôt. Si vous avez aimé le podcast, N'hésitez pas à vous abonner. et nous suivre sur Instagram. On se revoit dimanche à 14h.